Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au webinaire organisé par le Réseau québécois des OSBL d'habitation concernant le programme Permaloge. Le webinaire est organisé suite à l'intérêt qui a été suscité par l'atelier qu'on a présenté il y a 2 semaines au colloque Parce que l'avenir nous habite. Et de manière générale, il est suscité aussi par l'idée qu'il est nécessaire de poursuivre le développement du logement social et communautaire pour mieux répondre de la meilleure façon possible aux besoins des ménages locataires à faible revenu et aux besoins des personnes ayant des besoins particuliers. Compte tenu du nombre un peu plus élevé de participants que ce qu'on avait prévu, on a actuellement 2 salles de séminaire qui sont ouvertes, c'est-à-dire dans le fond 2 sessions distinctes qui sont ouvertes en même temps. Donc, il y a deux personnes qui agissent à titre de hôte de cet événement. Je vous présente mon collègue Claude Rioux, qui est responsable des communications et qui vous accueille dans la salle numéro 2. Et moi-même, Jacques Baudouin, qui est responsable de la recherche et de la formation au RQOH, qui vous accueille dans la salle numéro 1. Rassurez-vous, le contenu qui va être présenté dans les deux salles de séminaire est rigoureusement identique. C'est la même présentation qui va vous être livrée de part et d'autre. La présentation va vous être livrée en fait par notre collègue Stéphane Corriveau, qui va vous faire cette présentation-là à titre de directeur général du Réseau québécois des OSBL d'habitation. Alors, pour ceux et celles qui sont peut-être pas familiers avec la formule des webinaires, vous voyez déjà actuellement une présentation, une image qui s'affiche, une première diapo qui porte le titre de la présentation. Donc, vous allez voir à votre écran pour toute la durée de la présentation les diapositives qui vont vous être présentées. Le fil audio, quant à lui, donc l'intervention, la présentation qui va être faite par Stéphane, vous est diffusée par Internet. Vous y avez accès normalement à travers le système de haut-parleur de votre plateforme, de votre ordinateur ou de votre appareil mobile. Si la qualité de la transmission était insatisfaisante pour une raison ou pour une autre, vous pouvez vous référer au courriel de confirmation d'inscription qu'on vous a envoyé. Vous pouvez vous contacter, communiquer avec le webinaire par téléphone pour obtenir éventuellement une meilleure qualité de retransmission. La formule retenue aujourd'hui est celle d'une présentation. Il n'y a pas de possibilité d'interruption ou d'intervention de votre part durant la présentation elle-même. C'est joint à la conférence. Toutefois, il y a un module de conversation que vous voyez normalement à l'écran à droite de la présentation principale, où il est possible là, pour vous d'intervenir tout au long de la conférence, poser vos questions, vos interrogations, passer vos commentaires. Sachez que tous les commentaires ou les questions que vous allez poser sont visibles et peuvent être lus par l'ensemble des participants et participantes. Au niveau du déroulement, il va donc y avoir en premier une présentation. Ensuite, il y aura une période d'échange, c'est-à-dire que Claude et moi, comme modérateur ou animateur de l'événement, on va relancer le présentateur Stéphane avec les questions ou les commentaires que vous aurez transmis au fur et à mesure de la présentation, mais ça se fera dans un deuxième temps. On va d'abord procéder à la présentation et ensuite, il y aura cette période-là d'échange avec Stéphane. Si au niveau de la visualisation de la présentation, il y a en particulier une diapositive là, qui présente de façon détaillée la mécanique du programme, du projet Permaloge. Quand ça va vous être présenté, si vous sentez le besoin de la visualiser dans un format plus accessible, vous pouvez en tout temps cliquer au haut de la fenêtre de la présentation principale à droite. Il y a une espèce de petite icône avec 4 flèches qui pointent dans les 4 directions. En cliquant sur cette icône-là, vous allez avoir la présentation qui va vous être présentée en mode plein écran. À ce moment-là, vous ne verrez plus le module de conversation là, qui vous permet de chatter, entre guillemets, avec nous, mais ça va vous permettre peut-être de voir la présentation de façon plus correcte. Et ensuite, vous pouvez simplement recliquer sur cette icône pour revenir au mode normal. Alors, pour ce qui est, disons, des présentations d'usage et du déroulement de la rencontre, je crois que ça fait le tour. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon collègue Stéphane qui va vous faire cette présentation sur le projet Permaloge. Alors, merci beaucoup, Jacques, et puis Claude pour l'accueil et votre responsabilité en tant qu'animation. On va essayer de faire ça de manière, en dépit du fait que c'est pas aussi convivial qu'une rencontre en face à face, on en est bien conscient, mais que ce soit le plus agréable pour tout le monde et que vous puissiez avoir les réponses à vos questions. Alors, essentiellement, parce qu'on est familiarisé avec la plateforme,
ça c'est les bonjours. Ah, qu'est-ce que c'est le plan de le plan de la présentation? Essentiellement, c'est de dire qu'est-ce que c'est Permaloge, mais aussi qu'est-ce que c'est pas Permaloge. Et puis à qui ça s'adresse, pourquoi on est arrivé à l'idée de développer une proposition comme celle-là, et comment on pense que cette proposition-là peut être bonifiée au fil du temps, et puis comment on pourrait, comment ça peut se réaliser concrètement. C'est la vraie question, comment d'une idée qui a germé du travail d'effort de réflexion collective qu'on a fait ici, puis avec certains de nos partenaires, on peut arriver à faire en sorte que on réussisse à avoir un véritable programme de logement qui réponde aux besoins littéralement des 775 000 ménages au Canada qui consacrent plus de 50% de leurs revenus au loyer, des 270 000 ménages au Québec qui vivent la même situation et pratiquement du million de ménages à l'échelle canadienne qui consacrent plus de 30% de leurs revenus au loyer. Alors, c'est un peu ça l'idée qui est derrière cette présentation-là, l'idée qui est derrière le projet. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Permaloge, c'est quoi? Eh bien, Permaloge, c'est un projet qui vise d'abord à réfléchir ensemble. On n'a pas la prétention que toutes les réponses à toutes les questions qui sont soulevées par le développement d'un nouveau programme de logement social, de logement communautaire, se trouvent déjà imbriquées là-dedans. L'idée générale, c'est de lancer des propositions, de lancer une approche novatrice qui distingue, je pense, à bien des égards, ce programme-là de ce qui a été fait et pensé jusqu'à maintenant et qui est articulé autour d'un certain nombre de valeurs qui sont importantes pour le RQOH et puis pour le mouvement du logement communautaire, on croit. La première, de ces valeurs-là, c'est de dire, ben, écoutez, on reconnaît qu'il y a un engagement nécessaire, et l'État elle-même a reconnu cet engagement-là, qu'il est nécessaire de contribuer au développement, à la réponse du besoin de logement par la population. C'est un engagement qui a été reconnu, par exemple, à l'échelle et du Québec et du Canada, à travers des outils de reconnaissance des droits internationaux, comme il y en a un qui s'appelle le PIDESC, le protocole sur les droits économiques et sociaux des Nations Unies, qui a été ratifié par le Canada et par le Québec aussi, qui a décidé d'y adhérer. Il y a donc le droit au logement à long terme. C'est une préoccupation parce que, bien évidemment, le logement, c'est un enjeu qui est permanent, qui est du jour de ta naissance au jour de ton décès. Alors, tu peux, si ne serait-ce qu'une seule journée dans toute l'histoire de ta vie où tu n'as pas un toit sur la tête, ça te met dans une situation de danger, ça te met dans une situation de fragilité, ça t'expose évidemment aux intempéries, ça t'expose aux difficultés de la nature, mais aussi aux difficultés sociales du fait d'être dans une situation aussi difficile que ça. Donc, on a une obligation légale, une obligation morale, une obligation sociale de répondre aux besoins du logement. C'est aussi parce qu'on vit dans la vraie vie du vrai monde, avec des vrais budgets, avec des vrais États, avec des vraies taxes et du vrai monde qui ont besoin de payer un vrai logement. Donc, ça prend un modèle de financement qui est viable. C'est une chose de dire qu'on a besoin de mettre en place le mécanisme, mais il faut que ce soit viable et c'est une difficulté certainement qui est rencontrée par les différents programmes d'habitation qu'on a développés au fil du temps où ils ont peu de mécanismes qui garantissent la pérennité à long terme de ces immeubles-là si on ne trouve pas d'autres formes de soutien de manière récurrente pour venir les aider. Finalement, il faut, dans le discours depuis fort longtemps déjà, le mouvement de l'habitation communautaire, le mouvement du logement social dit mettre de l'argent dans le logement, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et c'est un slogan et c'est une approche philosophique auquel on adhère complètement. Mais jusqu'à maintenant, je dirais que cette approche-là, on n'a pas réussi à le traduire en termes comptables. C'est-à-dire que quand nous, on dit ça, on dit regardez ce qu'on fait économiser aux services de santé, regardez comment on protège les droits des individus, regardez comment la société est meilleure. Donc, c'est un investissement. Et sans rien enlever à la valeur de ce discours-là, ça reste que quand on est confronté avec quelqu'un qui fait la comptabilité, lui, des budgets de l'État, il te dit, ben, c'est peut-être un investissement, mais moi, ce que je vois surtout, c'est une dépense dans les budgets d'opération. Alors, on pense qu'on est capable, dans la mécanique qu'on a développée là, de répondre à cet argument-là sans affecter la qualité du service, sans affecter la pertinence puis la manière positive d'accueillir les gens dans les logements. On réussit, on pense, à convaincre un certain nombre de gens de chiffres
qui ne sont pas toujours aussi aisément convaincables. Alors, essentiellement, ce que Permaloge n'est pas, mais c'est une idée qui n'est pas finalisée. On lance des pistes de réflexion qui commencent à avancer, à évoluer au fil et à mesure qu'on a des discussions, mais ce n'est pas encore complété. Ce n'est pas certainement pas une manière d'exclure les partenaires. Au contraire, c'est pas la RQH qui décide de prendre la pôle puis s'en aller en disant nous on le sait, vous avez juste à faire ce qu'on vous dit de faire. C'est une manière de lancer le débat avec une proposition concrète, parce que sinon, sans proposition concrète, on est un peu on peut être des nuages. Ensuite, c'est un programme qui ne répond pas à toutes les questions de la mécanique, c'est-à-dire qui fait quoi. Est-ce que ça va être des GRT ou pas des GRT? Est-ce que ça va être les OSBL qui vont faire le développement? Est-ce que ça va être les OMH? Quel rôle précis va jouer par quel acteur? Il n'y a pas de réponse là-dedans. Le concept, c'est de dire si on peut s'entendre sur le fait qu'on va socialement, on s'entend sur le fait qu'on va développer des logements sociaux, il restera une deuxième étape de s'entendre sur la mécanique fine puis la répartition des tâches entre les partenaires dans ce processus-là. Et ce n'est certainement pas non plus une proposition qui favorise un désengagement de l'État. On pense que ça favorise une prise en charge de l'État parce que ça devient, dans notre logique, ça devient un outil tellement performant dans la perception qu'on en a, que l'État va être beaucoup plus facilement capable d'assumer l'ensemble de ses responsabilités, que malheureusement, elle ne l'assume pas actuellement, puisque la réalité objective sur le terrain, c'est, comme je disais tout à l'heure, 775 000 ménages au Canada qui n'ont pas des conditions d'habitation adéquates. Donc, on ne peut pas dire qu'on est face à une proposition de désengagement, on est au contraire dans une proposition de couvrir, de répondre aux besoins de l'ensemble de la population. Alors, Permaloge, c'est pour qui? C'est à la fois pour les OSBL d'habitation, pour les coopératives d'habitation, les offices municipaux, les groupes de ressources techniques qui veulent faire du développement, les professionnels qui sont impliqués dans la construction de projets, les gouvernements, que ce soit au niveau municipal, provincial ou fédéral, ont tous des raisons d'avoir un point de vue sur Permaloge, ont tous des raisons de s'intéresser à ça, et c'est une proposition qui fait de la place a priori pour tous ceux et toutes celles qui veulent contribuer au développement du logement social. Pourquoi on envisage Permaloge? Il y a deux raisons. La première et la principale, je l'ai dit tout à l'heure, on est insatisfait de la réalité objective, que ce soit à l'échelle montréalaise, québécoise ou canadienne. Il y a des centaines de milliers de ménages qui n'ont pas des conditions d'habitation adéquates. Alors, on ne peut pas juste dire on va continuer à faire ce qu'on va faire, parce que ce qu'on va faire là, c'est pas suffisant. Et non seulement on est dans une situation où ce qu'on fait, c'est pas suffisant, mais ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, il y a des signaux concrètement du gouvernement du Québec depuis 2 ans on est insatisfait de ce qui est réalisé jusqu'à maintenant. Donc, par exemple, concrètement, le programme Accès Logis, il n'y a pas que le gouvernement du Québec qui fait les critiques qu'on va faire là, il y a des coûts de réalisation qui sont trop bas. Alors, il faut prendre conscience que dans le cadre du programme Accès Logis tel qu'il est conçu actuellement, à l'extérieur des grandes villes, on accorde un budget de réalisation de 94 000 $ pour réaliser un logement d'une chambre à coucher, puis un budget de 103 000 $ dans les grandes villes. Alors, dans les faits, 103 000 $ en milieu urbain au Québec pour réaliser un logement complet, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Il n'y a pas personne qui est capable de réaliser un 3,5 de qualité à ce prix-là. D'ailleurs, ni nous, ni le marché privé. Je vous mets au défi de trouver un promoteur de condo qui vend ses logements à ce prix-là. Ça n'existe pas. Alors, il y a donc des contraintes budgétaires qui ne sont pas adéquates dans ce programme-là. Il y a des rigidités au programme à bien des égards sur les normes architecturales, sur les procédures à tout égard, qui font que c'est de plus en plus difficile de réaliser les projets. Ces difficultés-là ont été utilisées comme argument pour diminuer en disant mais les projets se livrent pas au bon rythme et donc on va passer à d'autres mécanismes. Concrètement, le gouvernement du Québec, dans les 2 derniers budgets, a fait passer la production de 3 000 unités par année, qui était le chiffre auquel tout le monde on s'était habitué jusqu'à un certain point à ce chiffre-là depuis le milieu des années 90, début des années 2000. Et bon, il y a eu un peu de haut, un peu de bas, mais c'était ça la médiane. Et là, on s'est fait dire non, c'est 1500 unités annuellement. Et le coût de réalisation du programme est exponentiel. C'est exponentiel
de deux manières. Elle est exponentielle dans les coûts de construction. Ça, on peut en voir tantôt, mais il n'y a pas grand-chose qu'on peut avoir. On ne peut pas intervenir beaucoup. En tout cas, Permaloge, pour l'instant, n'intervient pas à ce niveau-là. Mais surtout, il est exponentiel et c'est ça la principale dépense du logement social. Souvent, on fait une grave erreur dans le milieu, que ce soit chez les politiciens, dans les organismes comme la SHQ, la SCHL ou dans l'ensemble du mouvement d'habitation communautaire et d'habitation sociale, de dire le coût d'un nouveau logement, c'est X milliers de dollars. C'est pas vrai. Ce n'est pas ni 103 000, comme le programme Accès Logis le dit, ni un autre chiffre. Ça, c'est le coût de construction. Mais la dépense principale d'un logement communautaire, d'un logement social, c'est le coût de l'aide à l'individu dans ce logement-là. Parce que on aide la personne ou le ménage qui habite le logement et on l'aide et c'est très correct tant et aussi longtemps que le logement est offert. Mais donc, après 25 ans, 35 ans, 50 ans, 75 ans, on a là dans le parc HLM, par exemple, beaucoup d'immeubles qui ont une cinquantaine d'années maintenant. Tous les locataires qui sont là reçoivent de l'aide pour aider à payer leur loyer. On est bien d'accord avec ça. Mais chaque fois qu'on ajoute un logement de plus, mais ça veut dire que de manière perpétuelle, dans les formules actuelles, l'État a la responsabilité d'aider le ménage qui va habiter ce logement-là jusqu'à la fin des temps. Donc, si je fais 1000 logements cette année, j'en fais 1000 l'année prochaine, ben j'en ai 2000 à aider jusqu'à la fin des temps. J'en fais un autre 1000 l'année suivante, je suis rendu à 3000. Et chaque fois qu'on rajoute un logement, on augmente l'aide. Pour se donner une idée de la courbe, le gouvernement du Québec récemment, en même temps qu'il coupait le budget de réalisation d'Accès Logis, créait le programme logement, un nouveau programme de supplément au loyer sur le marché privé. Et si on regarde dans la distribution des logements, pour arriver à 5800 logements, les premières années, on parle de quelques millions de dollars à peine, mais on arrive très rapidement, la 5e année du programme, à 50% de ce qui est dépensé sur 5 ans est dépensé dans la 5e année, parce que c'est une courbe exponentielle. Et donc là, il y a le vrai enjeu du coût de développement du logement social, il n'est pas tant dans le coût de construction que dans le coût de pérennité. Et c'est là-dessus que Permaloge représente une évolution, on pense, significative. L'autre problème qu'on a, c'est que les gestionnaires du logement communautaire actuellement voient l'équité de leurs immeubles gelée pendant 35 ans. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce soit avec les programmes que la SCHL a développés dans les années 60, 70, 80, 90, ou les programmes que la SHQ a développés depuis ce temps-là, on a des immeubles qui se retrouvent, dont la valeur commerciale augmente, mais le cadre des conventions, des ententes qu'on a avec nos bailleurs de fonds gouvernementaux principaux, qu'on remercie pour l'aide qu'ils nous ont donnée, mais il n'empêche que le cadre qu'on a avec eux fait en sorte que on ne peut pas utiliser l'équité qui est libérée, qui est créée dans nos immeubles pour soit améliorer les conditions de vie de nos locataires ou utiliser cette équité-là pour développer des logements. Tant qu'il reste une scène d'hypothèque à payer, l'ensemble de l'immeuble est mis en garantie pour l'hypothèque qui est là. Alors nous, on se dit, est-ce qu'il y a moyen de réduire ce temps-là au lieu d'attendre 35 ans entre le moment où on a fait un investissement collectivement pour construire l'immeuble puis le moment où on peut utiliser la valeur de cet immeuble-là pour faire un effet de levier, est-ce qu'on peut réduire ce temps-là? C'est avantageux pour le mouvement communautaire et je pense que c'est aussi avantageux pour l'État qui garantit, parce que dans ce temps-là, si on peut avoir des garanties sur une période de temps un peu plus courte, ben ça libère aussi des capacités financières du côté de l'État pour faire ça. Alors, ce sont ce qui nous motivait là-dessus. Alors, comment ça marche? Comment? Ben, évidemment, ce qu'on veut, c'est avoir des objectifs qui sont d'avoir des budgets de réalisation raisonnables. On veut un programme qui est plus adaptable. On veut construire beaucoup plus d'unités que les unités qui sont construites actuellement. On veut trouver des moyens de pérenniser l'aide aux locataires et on veut se donner des moyens d'avoir accès à l'équité des immeubles beaucoup plus rapidement. Le paramètre de base que je vais demander à tout le monde, on se voit pas, mais je vais vous inviter à prendre un crayon et un papier si c'est pas déjà fait et à noter les chiffres puis les informations que je vais vous donner là parce qu'on va y faire référence à plusieurs reprises pendant la présentation. Le premier élément, c'est que au RQH, on a fait une enquête assez sérieuse, même très sérieuse l'an dernier, qui nous a permis d'avoir des données qui nous disent que en moyenne, puis évidemment tous les chiffres que je vais vous dire là à partir de maintenant sont des chiffres qui sont en moyenne. Alors si vous êtes un peu au-dessus, dites-vous qu'il y en a qui sont en dessous.
Puis si dans votre immeuble, vous êtes en dessous, dites-vous qu'il y a des immeubles qui dépensent plus, mais c'est les chiffres de la moyenne. Alors, en moyenne, le coût d'exploitation et de gestion d'un logement communautaire, on a établi ça actuellement à l'échelle du Québec à 4 000 $ par année. Alors, qu'est-ce que c'est les coûts d'exploitation et de gestion? Ben, c'est tout sauf le budget de financement. Concrètement, l'argent que vous donnez à la banque pour payer votre hypothèque est exclu de ça. Mais une fois que vous sortez le budget, votre contribution à la banque, vous payez les gestionnaires, vous payez les coûts de conciergerie, les taxes, les assurances, l'entretien des immeubles et les travaux de rénovation. Pas les grandes rénovations de recapitalisation, mais les rénovations, un bon budget d'entretien normal. Alors ça, c'est 4 000 $ par année. Ensuite, le revenu moyen d'un locataire seul habitant dans un OSBL d'habitation, c'est 12 000 $ par année. Évidemment, les OSBL qui accueillent des gens qui sont sur l'aide sociale, qui n'ont que ce qu'on appelle dans le langage communautaire seulement le petit BS, ben les gens gagnent moins que ça. Mais les locataires qui habitent typiquement dans les OSBL d'habitation pour aînés, par exemple, gagnent plus que ça. Et donc, encore une fois, c'est une moyenne, mais ce chiffre-là est une bonne moyenne. On parle de 12 000 $ par année. C'est le coût, pas le coût, mais le revenu de nos locataires, ce qui veut dire qu'on peut se rappeler que la règle sur laquelle on s'est entendu au Québec, c'est que 25 % du revenu peut être consacré au logement sans mettre la personne dans une situation trop difficile. Donc, on parle de 3 000 $ par année de capacité de paiement du loyer. Le coût réel de développement et de réalisation d'un logement 3,5, on l'établit à 190 000 $. Et là, quand on dit coût réel, on parle de tous les coûts. L'achat du terrain, la décontamination, les professionnels, les coûts de construction eux-mêmes, les taxes, les permis, les frais de notaire, ce que ça vous coûte pour avoir un logement dont vous avez la clé et dont vous pouvez faire la gestion. Donc, jusqu'au moment de cette étape-là, à vrai dire, selon les chiffres auxquels on a eu accès, à l'échelle du Québec, on s'en sort probablement pour un petit peu moins que cette somme-là actuellement, mais pour s'en sortir pour un petit peu moins cher que ça, à l'échelle provinciale, donc il y a des moyennes, les villes sont pas toutes les mêmes coûts, ça force à faire beaucoup de gymnastique, ça ralentit les coûts de réalisation d'une part, d'autres, pas les coûts, mais les temps de réalisation, et c'est aussi qu'il y a des compromis qui sont faits sur les choix de méthodes de construction et de matériaux de construction. Donc, on va faire des projets où, tout en restant des projets de qualité, on va générer des coûts d'exploitation plus élevés parce qu'on coupe sur les coûts de réalisation. Concrètement, on va mettre des garde-fous pour les balcons en fer forgé qui n'est pas galvanisé. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir à les peindre à tous les 25 ans, on est obligé de les peindre à tous les 2-3 ans. Ça veut dire qu'on ne met pas nécessairement les systèmes de chauffage les plus efficaces possibles. Donc, les coûts de chauffage vont être plus élevés, et ainsi de suite. Donc, en mettant un petit peu plus d'argent à la réalisation, on ferait des logements qui seraient plus durables et qui, donc, coûteraient moins cher à long terme. Un fait objectif, si vous allez, on vous invite pas à le faire maintenant parce que vous allez arrêter de nous écouter, mais si vous allez voir sur le site web de Épargne Classement Québec, vous allez voir que une obligation d'épargne du gouvernement du Québec actuellement pour 15 ans, ça se vend à 3 % d'intérêt. Donc, la personne qui achète l'obligation va recevoir un retour d'intérêt de l'ordre de 3 % par année pendant la durée de l'obligation. Et on a pris là un chiffre conservateur en ce sens que, par exemple, à l'échelle canadienne, le gouvernement canadien émet maintenant des obligations, lui, à 0,7 %. Là, je dis bien 0,7, donc peut-être un quart de ce montant-là. Alors, c'est pour montrer que dans les différents chiffres qu'on a utilisés pour faire la présentation, on a pris des chiffres qui étaient conservateurs pour nous permettre d'avoir une marge de manœuvre dans la réalisation et l'analyse des chiffres et des budgets qui sont mis là. Le rendement annualisé de la Caisse de dépôt et de placement du Québec depuis sa fondation, c'est 8,6 %. À vrai dire, en fait, c'est un peu plus élevé que ça parce qu'il y a quelques jours, là, on a eu le nouveau rendement pour l'année 2015, qu'on n'a pas actualisé la moyenne, mais on a eu un rendement cette année de 9,1 %. Ça veut dire que probablement que ça fait 8,7 ou 8,8 sur le taux moyen de la Caisse de dépôt. Vous allez voir un peu plus tard le rôle qu'on espère voir joué par la Caisse de dépôt ou une autre institution similaire. Par exemple, il existe un truc qui s'appelle l'Office d'investissement du Fonds de pension du Canada, qui a le même genre de rendement puis qui a le même genre de gestion, qu'on pourra en parler tout à l'heure, là. Mais à cette étape-ci, c'est la donnée qui est importante à retenir.
Et finalement, on va éventuellement, vous allez voir dans la présentation, proposer la création d'un portefeuille d'investissement qui serait dont les rendements seraient consacrés au logement communautaire et avec un objectif de rendement de 7%. Et que ce soit le 8,6% dont je parlais il y a quelques secondes ou le 7%, on parle de taux qui sont nets des frais d'administration. C'est le rendement net, c'est pas le rendement brut. C'est vraiment ce qui reste entre dans le compte du client. Alors, Permaloge, essentiellement, il y aurait des contributions de différents joueurs. Il y aurait une première contribution qui, selon le modèle qu'on est en train de développer, puis on vous invite à commenter, il y aurait une émission gouvernementale qui correspondrait à une valeur de 150% du coût de réalisation du projet. Donc, si on parlait on verra les chiffres plus en détail tantôt, mais si on parle de 190 000 $ pour réaliser un projet, mais c'est 150% de ce 190 000 $. On parle d'une contribution du milieu de 15% de la valeur du projet. 15%, c'est la norme qui est prévue actuellement dans le cadre du projet Axelogie, et ça permet de témoigner de la volonté du milieu, de la capacité du milieu d'avoir identifié qu'il y a un besoin réel face à cet enjeu-là et de son désir de réagir pour régler le problème de mauvaise situation de logement pour les membres de la communauté. Donc, on parle de contribution municipale, on parle de contribution des organisations sociales, les clubs Lyon et autres chevaliers de colon, les églises, les activités d'autofinancement, ce genre de sources de financement-là. Et une contribution éventuellement de l'État en aide à la personne sur une formule de supplément au loyer comme on se l'est fait proposer depuis 2 ans par le gouvernement du Québec pour une partie importante des locataires, enfin pour tous ceux qui en ont besoin. Vous allez voir tout à l'heure, on arrive à un coût moyen de logement qui est relativement élevé en début de projet et donc on pense que la plupart des locataires qui participent au programme en auraient besoin. Donc c'est ça, on verra ça. Alors, les résultats qu'on espère obtenir à travers la proposition, c'est le fait que le groupe devient propriétaire et donc peut utiliser l'équité complètement après 15 ans. Il y a des obligations, on en a parlé sommairement tout à l'heure, qui seraient payées, qui seraient complètement remboursées après la 15e année du processus. Et le locataire paye un loyer, lui, qui correspond à 25% de son revenu. Puis là, on dit 35 ans, mais en fait, il n'y a aucune raison pourquoi que ce soit 35 ans. La seule vraie raison pourquoi on dit le chiffre 35 ici, c'est pour faire un comparable avec ce qui est existant, qui est le programme Axelogie. Mais le véritable chiffre qui devrait être écrit là, c'est un loyer à 25% du revenu du locataire toute sa vie. Et non seulement toute sa vie, mais tout le temps que le logement va être offert dans le cadre du logement social, du logement communautaire. Bon, à partir de là, on arrive on espère que vous allez, on vous invite donc à vous mettre en plein écran pour voir correctement ce qui apparaît à l'écran parce que c'est un peu petit. Il y a certains chiffres qui vont revenir puis d'autres qui vont apparaître dans ce qu'on a dit. Donc, qui reviennent, on en a parlé tout à l'heure, 15% de la contribution du milieu. Alors, c'est le témoignage que le milieu a identifié qu'il y a un enjeu. Il y a une mobilisation locale, les gens, la municipalité, les groupes sociaux se mobilisent, puis font ce premier appel de fonds-là. L'État est invité à répondre en faisant en fournissant du financement. Concrètement, l'État fait du financement en émettant des obligations. Donc, cette obligation-là serait de l'ordre de 285 000 $. Évidemment, là, on ramène ça à l'échelle d'une unité de 1 logement. Il n'y aura pas une obligation de 285 000 $ sur lequel ça va être marqué appartement 8B du 324 rue Frontenac. C'est pas de ça dont on parle. On parle d'un programme global et d'une mutualisation de l'ensemble des enjeux financiers, mais pour que ce soit compréhensible et clair à l'échelle d'un logement. Donc, toute la présentation est appuyée là-dessus. Donc, une fois qu'on a ça, ça veut dire qu'on a un total de 313 500 $. D'une part, la contribution du milieu, 28 500 $. D'autre part, l'émission d'une obligation de 285 000 $. Ça nous donne 313 000 $. L'OSBL, on l'a dit, construire un logement, ça coûte 190 000 $. Donc, de ce pot-là, de 313, on dit à un OSBL ou à un organisme de développement en logement communautaire, logement social, voici 190 000 $, faites-nous un beau logement de qualité, durable,
qui va avoir pas trop de coûts de chauffage, puis qui va pas trop de coûts d'entretien autant que possible, mais qui va être agréable et de qualité pour ses locataires. Il nous reste de l'argent. J'avais 313 000, j'en ai versé 190 000 à l'organisme pour qu'il développe le logement. Et là, donc, il reste une différence de 123 500 $, qui, elle, est un investissement dans un portefeuille qu'on choisit d'appeler le portefeuille Permaloge, comme il existe le portefeuille de la Régie des rentes du Québec, comme il existe le portefeuille de la CSST, comme il existe le portefeuille du Fonds des générations, comme il y en a d'autres qui sont gérés par la Caisse de dépôt et de placement, d'où le lien avec la Caisse tout à l'heure. Ces portefeuilles-là, donc, sont confiés à la Caisse et la Caisse les gère, puis la Caisse, en échange de frais d'administration, essaie d'avoir le meilleur rendement possible pour ces portefeuilles-là. Donc, on dit la Caisse, mais ça pourrait être l'Office d'investissement de pension du Canada ou un autre gestionnaire institutionnel du même genre, se fait confier cette somme-là. Cette somme-là, si elle obtient un rendement annuel moyen de 7%, ça génère donc 8 645 $ par année de rendement sur, excusez-moi, là, j'essaie de saisir donc sur le rendement, sur le 123 500 $, j'obtiens un rendement de 8 645 $. Ce qui fait que c'est très bien, mais ce rendement-là, lui, c'est-à-dire c'est pas le rendement, mais j'ai acheté des obligations. Hein. Il y a quelqu'un qui a payé 285 000 $. Ce 285 000 $-là d'obligations, il a été émis, puis quelqu'un l'a acheté en échange du fait qu'on lui promettait un rendement de 3%. Donc, ce 3%-là correspond à 8 550 $ par année qu'on doit verser au propriétaire de l'obligation. Ce qui fait que le rendement annuel de 8 645, moins ce qu'on doit verser au propriétaire de l'obligation, 8 550, donne un résultat net positif de 95 $ dans le portefeuille. Alors, c'est une somme spectaculaire, 95 $. On va régler bien des problèmes avec ça. Non, sans farce. L'important, c'est d'arriver à une somme qui arrive à peu près au même que les deux dépenses, avec la dépense et le revenu s'équilibrent. L'OSBL, de son côté. L'OSBL a reçu l'argent, a reçu 190 000 $ pour réaliser le projet. Si vous voyez bien, on n'a pas de banque. Hein? La banque n'a pas été impliquée. Donc, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu besoin et on n'aura pas besoin, nulle part dans le programme, de donner des sous à la banque pour les intérêts ou le remboursement du capital. On dit à la banque, excusez-moi, non pas à la banque, on dit à l'OSBL, toi, ta contribution, au lieu de rembourser l'hypothèque, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une contribution de 7 000 $ à chaque année. Donc, tu vas contribuer 7 000 $ à chaque année que tu vas verser dans le portefeuille Permaloge. Cette contribution-là va s'additionner aux 95 $ qu'on avait tout à l'heure. Donc, on se retrouve avec 7 095 $ chaque année qui est additionné à l'investissement d'origine de 123 500 $. Donc, ce 7 095 $-là qu'on a ici, qu'on a à chaque année, ben lui, il va s'apprécier puisqu'il n'est pas juste mis en dessous d'un matelas. Le 7 095 $ bénéficie du même rendement de 7% que le portefeuille d'origine. Ce qui fait que de 7 095 en 7 095 qui est versé à chaque année, on a un rendement qui finit par s'accumuler et qui, après 15 années, atteint 178 290 $. Alors, ce 178 000 $-là, on se rappelle, là, c'est la somme de 7 095 pendant 7 ans avec un processus d'intérêt composé qui nous amène, après 15 ans, à la somme de 178 290 $. Ce 178 000 $-là s'ajoute aux 123 000 d'origine, ce qui fait qu'on a un capital maintenant dans le portefeuille qui est de 301 790 $. Donc, c'est une somme quand même significative qui a été accumulée dans le portefeuille. Et ça donne bien parce que ça, c'est le dernier jour de la 15e année qu'on arrive à 301 000 $. Puis le premier jour de la 16e année,
il faut rembourser le propriétaire de l'obligation, celui qui a avancé 285 000. Il a dit, oui, moi, je vais vous prêter 285 000, puis vous allez, pendant 15 ans, me donner 3 %, puis à la fin de la 15e année, vous allez me rembourser le capital que je vous ai prêté. Donc, le portefeuille rembourse le 285 000 qui était prévu, qui a été prêté, et là, ça nous donne un surplus de 16 790 $. Cette petite boîte-là de 16 790 $, en dépit du fait que dans tout l'organigramme qu'on est en train de vous présenter, c'est la plus petite boîte, c'est, à notre avis, la boîte la plus importante. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi, mais portez bien attention, là, ce 16 790 $-là, c'est jusqu'à un certain point presque de la magie. J'hésite à utiliser le mot parce qu'il ne faut pas que ce soit interprété à mauvais escient, mais c'est vraiment quelque chose qui change tout par rapport à tous les autres programmes de logement communautaire, de logement social qu'on a connus jusqu'à maintenant. Parce que c'est une somme qui est capitalisée indépendamment de ce qui s'est passé avant ou de ce qui va se passer après, et ça change tout. On va y revenir dans quelques instants. Pour l'instant, on va aller voir très rapidement qu'est-ce qui se passe avec l'OSBL. Mais l'OSBL, à la 15e année, parce que là, c'est tout ce qui se passe à la 15e année qu'on regarde en même temps, à la 15e année, l'OSBL, elle est propriétaire d'un actif immobilier qu'on va évaluer à 190 000 $ parce que ça a été le coût de construction. Et cet actif-là, il n'y a aucune dette qui lui est attachée. Il n'y a pas d'hypothèque, il n'y a pas d'engagement financier, il n'y a rien, sinon que l'engagement de fournir du logement à un prix le plus modeste possible aux locataires qui vivent des situations de vulnérabilité sociale, de vulnérabilité économique. Mais on a un immeuble là qui a 15 ans, donc il n'est pas en ruine, il n'est pas en train de tomber en morceaux, puis le groupe a 190 000 $ avec lequel il peut travailler aujourd'hui, enfin le premier jour de la 16e année. Fait qu'on va revenir ici à nos locataires. Alors, qu'est-ce qui se passe? Enfin, à notre surplus. J'ai 16 790 $ d'appréciation. Hein? On a soustrait le 285 000 du 301 000, fait qu'il nous reste 16 790. Ce 16 790-là, il est encore dans le portefeuille Permaloge. Donc, il continue à générer son 7 % de rendement. C'est important. 7 % de rendement de 16 790, c'est plus de 1 000 $ par année. Pourquoi est-ce que c'est important que ce soit le chiffre 1 000 $ par année? On va voir maintenant qu'est-ce que c'est l'impact. On a vu le portefeuille, on a vu l'OSBL, on va voir maintenant sur le locataire. Le locataire, lui, à partir de l'année 15, ben, tiens, on va aller un peu plus vite, on va faire apparaître des boîtes supplémentaires, ça va nous faire apparaître toute l'histoire. Excusez-moi si je vais vite, vous allez comprendre. Oups, vous allez un peu trop vite. Bon. Alors, ici maintenant, le locataire de l'an 1 à l'an 15 doit bénéficier d'un supplément au loyer de l'ordre de 8 000 $ par année, c'est-à-dire 666 $ par mois. Pourquoi est-ce que le locataire a besoin d'aide financière pour y arriver? Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai demandé de noter les chiffres des revenus, des coûts et tout ça. Alors, dans les chiffres que je vous ai fait noter tout à l'heure, il y a le fait que le coût d'exploitation d'un logement, à part le financement, c'est 4 000 $. Et là, vous avez vu dans la présentation que le contributeur, donc l'OSBL, a une contribution de 7 000 $ par année à faire au portefeuille. Ça veut dire que le 7 000 $ du contributeur, le 7 000 $ de contribution s'ajoute aux 4 000 $ de frais d'exploitation pour faire 11 000 $ par année de coûts réels pour avoir un logement pendant un an. Mais l'autre chiffre que je vous ai souligné, c'est que nos locataires ont un revenu réel, eux, de 12 000 $ par année. Alors, évidemment, quelqu'un qui gagne 12 000 $ par année peut pas payer 11 000 $ de loyer par année, ça tient pas la route. Alors, pour l'aider à payer son loyer, c'est pour ça qu'on a un supplément au loyer de 666 $ par mois, ce qui permet de donner un revenu suffisamment élevé aux locataires pour qu'ils puissent consacrer qui puisse payer un loyer qui est capable de payer, aussi simple que ça, et qui permet à l'organisation, à l'organisme qui est propriétaire de l'immeuble de rencontrer ses obligations, à la fois à payer ses taxes, ses assurances, entretien,
puis payer la contribution qu'il doit faire au portefeuille pour assurer la viabilité. Donc, c'est 666 $ par mois que l'État verse pour aider le programme. Et le résultat pour le locataire, c'est lui paye le montant qu'il peut, c'est-à-dire 3 000 $ par année. On revient à la 15e année. Donc, la petite boîte brune ici. À la 15e année, l'organisme, lui, a plus besoin de verser 7 000 $ par année au portefeuille. Il est libéré de cette obligation-là. Donc, il peut dire, moi, je prends mon loyer et je l'établis à la valeur, à mon coût de viabilité économique qu'on a, nous, fixé à partir de nos recherches à 4 000 $. L'important, c'est pas de dire 4 000, l'important, c'est de dire, c'est la viabilité économique. L'immeuble va être capable de fonctionner de manière autonome à partir de ce revenu-là. Mais pour les fins de la représentation ici, on utilise le chiffre 4 000. Donc, j'ai 7 000 $ de réduction de loyer à partir de la 16e année. Ce qui fait que, quand même, mon locataire qui n'a que 12 000 $ de revenus par année, lui est capable de payer 3 000 $ par année. Et les coûts d'exploitation sont identifiés à 4 000 $ par année. Fait qu'il manque encore 1 000 $. 1 000 $ par année, si on le divise par 12, ça nous fait 83 $ par mois. Donc, j'ai besoin d'un supplément au loyer de 83 $ par mois pour aider le locataire. Mais là où il y a la magie dont je parlais tout à l'heure, c'est que le 16 790 qui est ici, qui est là, génère plus que le 1 000 $ par année dont j'ai besoin. Donc, ce n'est plus besoin de sortir du budget d'opération de l'État. C'est plus c'est plus le budget régulier de l'État qui le paye. Le programme devient autoportant à partir de la 16e année. Donc, pour le locataire, lui, c'est toujours 25 % de son revenu, que ce soit avant la fin de la 15e année ou après la 15e année, il paye toujours 25 % de son revenu. Non, et le portefeuille, lui, assume la différence à partir de la 16e année de manière autonome. En fait, non seulement le portefeuille assume la différence de manière autonome, mais le portefeuille s'enrichit, c'est-à-dire que 7 % de rendement sur 16 790, c'est plus que 1 000 $. Ça fait que à chaque année, il y a à peu près 200 $ là, qui s'additionnent au portefeuille, ce qui fait qu'on se retrouve à la 35e année avec un portefeuille qui a 23 965 $ et on a aidé la personne pendant 35 ans. Alors, l'ensemble de l'opération de cette façon-là, puis là, comme tout à l'heure, je le disais, on met 35 ans parce qu'on a utilisé la référence des anciens programmes fédéraux et du programme Accès-Logis, mais il y a rien il y a aucune obligation, au contraire, de dire on arrête à la 35e année. On continue, puis c'est perpétuel. C'est simplement pour les fins de la présentation qu'on s'est arrêté à 35 ans. Et donc, du côté de l'OSBL, on va revenir là. Il y a d'autres choses, hein. Alors, si j'ai investi, puis on va considérer que la valeur de l'immeuble, c'est 190 000 $ par unité, ben à 2 % de rendement sur le marché immobilier, qui est moins que ce que le marché a offert comme rendement les 30 dernières années, ben à 2 % de rendement par année pendant 35 ans, on se retrouve avec un OSBL qui, à la fin de la 35e année, a un actif de 344 158 $. Donc, la capacité de faire beaucoup de choses parce que tu as un actif net, une équité qui te permet d'aller à la banque et faire d'autres choses. Et pour ça, on a d'autres idées, d'autres projets, d'autres propositions. Mais pour aujourd'hui, ça va suffire. On va se concentrer sur ce volet-là. Alors, je ne sais pas, mes amis co-animateurs, s'il y a des questions qui ont été soulevées. À cette étape-ci, non, j'ai l'impression que les gens suivaient attentivement les flèches qui défilaient, les petites boîtes qui défilaient à l'écran. Mais je vous invite tous et toutes, profitez de la fenêtre de conversation qui vous est accessible. Transmettez-nous vos questions, vos commentaires. Claude et moi allons les communiquer à Stéphane pour débuter un échange, en fait. Là, s'il y a simplement des questions d'éclaircissement aussi, il ne faut pas hésiter. OK. Alors, pendant que vous posez vos questions, si vous en avez, en espérant que c'était. Si vous n'en avez pas, en espérant que c'est parce que vous avez tous bien compris, vous êtes tous convaincus. Sinon, si c'est parce que vous êtes ennuyés, ben là, c'est dramatique. Mais on va avoir un esprit positif. Alors, évidemment, on peut récapituler sur les avantages du concept, à notre avis. Donc, il y a des avantages pour tout le monde, d'après nous, dans cette affaire-là.
Le premier avantage, on peut prendre pour l'État, ben, c'est une diminution de la dette nette. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, actuellement, les programmes représentent une dépense d'opération, puis une dépense d'opération exponentielle. Alors que là, on dit non, c'est pas une dépense d'opération exponentielle. Le programme dure, chaque immeuble va être développé, puis chaque logement, bien que le logement soit perpétuel, puis que l'aide aux locataires soit perpétuelle, pour l'État, c'est un besoin d'engagement sur 15 ans. Et donc, il y a un effet de diminution de la dette. Actuellement, c'est la dette à long terme, mais même la dette à court terme. Parce qu'actuellement, par exemple, avec le programme Accès Logis, l'État dit, ben, je vais aider un projet à se développer, je vais lui faire une contribution de 50% du coût de réalisation autorisé, donc je vais lui faire une contribution, disons, de 50 000 $. Ben, quand il donne son 50 000 $, même si dans la pratique, aujourd'hui, le gouvernement du Québec finance sa dette en émettant des obligations, ce qui est inscrit dans son budget, c'est qu'il a donné 50 000 $. Avec la mécanique qu'on propose là, l'État a prêté a investi l'argent, mais dans un portefeuille qui va lui rembourser cet argent-là. Donc, il y a toujours un actif pour accoter son passif, la dépense qu'il a faite. Donc, c'est moins, pour l'État, il n'y a pas d'impact sur la dette nette, il y a même une diminution de la dette nette. On atteint une pérennité accrue parce que c'est pas soumis au bon vouloir puis au choix aléatoire selon les vagues électorales, selon comment les choses vont ou pas, qu'on a un gouvernement qui est dans une meilleure situation ou dans une moins bonne situation, ou qui a un parti pris idéologique d'un côté ou de l'autre. Les logements qui sont développés, à partir du moment où ils sont développés, sont en sécurité. Et on n'a pas, par exemple, à l'échelle pan-canadienne, on peut se rappeler que si au Québec, on est resté à 25% du loyer, du revenu médian, du revenu pour payer le loyer, dans le reste du Canada, ils ont éventuellement fait le choix de passer à 30% du revenu pour le paiement du loyer. Donc, nous, on a un programme là, qui garantit le niveau de loyer exigé et la pérennité du programme, puis un coût par unité plus bas. À la conférence. Alors, un coût par unité plus bas, évidemment, parce qu'actuellement, l'État paye 50 000 $ pour une unité, puis après ça, paye les PSL jusqu'à la fin des temps. Ben là, ils prêtent de l'argent au lieu de la donner, ils la récupèrent pour le développement, et les PSL sont à charge du budget d'opération de l'État pendant 15 ans au lieu d'être une dépense perpétuelle. Évidemment, il y a des avantages aussi pour le promoteur communautaire, parce que on paye du capital au lieu de payer des intérêts. Actuellement, on fait des emprunts sur 35 ans. Alors, pendant 35 ans, si vous regardez, puis vous avez combien ça va vous coûter dans le cadre du programme Accès Logis en frais d'intérêt qu'on verse aux institutions financières, ben on fait des contributions qui sont, au bout de la ligne, au moins aussi importantes en intérêt que le remboursement en capital. Entre autres, parce qu'on paye sur 35 ans. En ramenant ça sur 15 ans, ben on paye moins d'intérêt. À vrai dire, on paye pas du tout d'intérêt parce que les intérêts de l'ensemble d'opérations sont payés par le portefeuille Permaloge. Donc, tout l'argent qui est payé par le promoteur, c'est de l'argent qui est versé au capital. Ensuite, actuellement, dans les projets Accès Logis, on a des taux d'intérêt qui sont variables. Ça a été avantageux pour les derniers 10 ans, mais il n'y a rien qui nous garantit ce qui va se passer pour les prochains 25 ans, parce qu'on a des taux d'intérêt qui sont fixés aux 5 ans, ce qui force le groupe, d'une part, à faire des réserves. Donc, on est obligé d'avoir un emprunt plus gros puis de demander des loyers plus importants à nos locataires pour faire des réserves, pour se protéger contre le risque d'une variation hypothécaire. Et cette protection-là, en dépit du départ supplémentaire qu'elle nous demande, n'est pas une protection de qualité, en ce sens que s'il y avait des hausses de taux de l'ordre de 2, 3, 4%, franchement, les réserves qui sont prévues actuellement au programme Accès Logis sont insuffisantes pour faire face à ces hausses de taux-là. Donc, on serait dans une situation de crise pour une grande partie du parc du logement communautaire qu'on a développé. Alors que là, on parle d'une proposition de taux fixe sur 15 ans, donc on n'a pas de variabilité, ce qui est à notre avantage dans notre contexte. On réduit nos besoins de réserve d'au moins deux manières. D'une part, les réserves dont je parlais il y a quelques instants pour les taux d'intérêt, mais aussi pour les réserves de remplacement. Parce que, comme dans le programme Accès Logis actuellement, on doit pendant 35 ans, être autonome sur, y compris nos coûts de rénovation. Donc, mais ta toiture est pas bonne pendant 35 ans. Donc, dès le premier jour, il faut que tu payes, il faut que tu mettes de l'argent de côté, de l'argent que tu as emprunté à la banque pour avoir des sous pour remplacer ta toiture à la 20e année.
Ben, pourquoi on est là? Donc, tu payes des intérêts sur ça pendant 20 ans inutilement, alors que tu n'as pas encore remplacé ta toiture. Donc, c'est comme si tu payais 2 toitures en même temps. La première qui t'a installée au moment de la construction, puis tu payes ta nouvelle toiture, enfin, la future toiture que tu vas mettre à la 20e année, dès le premier jour que tu l'installes. Alors, pourquoi payer 2 fois au début, alors qu'on peut payer juste à chaque fois quand on l'utilise? Donc, on a besoin de faire des réserves plus modestes parce qu'on accumule de l'équité qui va nous servir à payer à la 15e année les besoins qu'on aura à ce moment-là. Et, ben, au fond, ça revient un peu à ça. L'équité à la 15e année, ça favorise le développement autonome parce que si j'ai de l'argent puis que la valeur de l'immeuble a cru considérablement à ce moment-là parce que le marché immobilier dans ce lieu-là, à ce moment-là, fait que ça a augmenté, ben, on est capable d'utiliser nos actifs pour faire du développement d'autres unités supplémentaires. Ce que les programmes actuellement ne nous permettent pas de faire. Même si tu es en fin de programme, il te reste juste 10% de la valeur de ton immeuble qui est couvert par l'hypothèque, tu as 90% de ton immeuble qui est libre d'hypothèque, mais tu peux rien faire avec ça, tu as 90% de ton équité qui ne te sert à rien. Alors, on peut s'en servir, puis ça, ben, je pense que c'est à l'avantage de tout le monde. Pour les partenaires du milieu, ben, on pense que c'est un avantage à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est que le seuil de contribution des partenaires est plus acceptable. Il est de 15%. Ce qui, si on le compare avec le programme Accès-Logis, c'est le même chiffre. Le problème, c'est que dans Accès-Logis, c'est 15% d'un chiffre qui n'est pas réaliste. C'est 15% de 100 000, puis 100 000, c'est pas assez. Donc, on demande aux partenaires du milieu de couvrir 100% de ce qui dépasse la contribution du coût réel de construction. Alors que là, on le ramène vraiment à 15%. Donc, c'est une contribution qui est en général plus acceptable. C'est plus facile de développer parce que tu as un budget de réalisation plus conséquent, plus simple, moins normé sur la manière de faire les choses. Donc, on peut y arriver plus facilement. Puis, on construit des logements de meilleure qualité parce qu'on a un budget de réalisation qui a été augmenté considérablement par rapport à ce qu'on a actuellement. Et finalement, ben, ça permet une occupation du territoire à plus grande échelle parce que ce mécanisme-là, comme il y a moins d'exigences sur la part de l'État, nous permet de développer beaucoup plus de logements. Puis si on développe plus de logements, on est capable de répondre à plus de besoins partout sur le territoire. J'ai une question, Stéphane, qui est posée par un participant concernant justement la participation du milieu. Un participant qui mentionne qu'à l'extérieur des grands centres urbains, les projets ne lèvent pas parce que le milieu n'est pas en mesure d'assumer cette contribution-là de 15%. En quoi la proposition de Permaloge pourrait résoudre cette situation? Mais ça veut dire que, comme je disais tout à l'heure, ça ne résout pas la contribution de 15% en soi, sauf que la réalité, c'est que les coûts de réalisation actuellement, selon nous, les données qu'on a accumulées, s'il y a des gens qui ont d'autres données à nous fournir, on va être plus qu'heureux de les regarder, de les consulter, puis de faire évoluer le programme et le concept. Mais actuellement, les coûts de réalisation sont de l'ordre de 180. Pour illustrer mon propos, là, actuellement, le coût de réalisation est de l'ordre de 180 000 $ par unité. Alors, le programme, il dit 15% de 100 000. Fait que tu as 15 000 $ à mettre, puis comme c'est 180 000 que ça coûte réellement à construire, mais tu as 15 000 plus 80. Donc, ta contribution, elle se retrouve à être de 95 000 $ pour un logement de 180 000. Nous, pour le même un logement de 180 000, nous, on dit on va construire à 190, puis on va te demander 28 000. Alors, chez nous, le calcul de 28 000, c'est beaucoup moins que 95. Fait que on pense que ça aide les partenaires, même dans les milieux où les budgets sont plus difficiles à recueillir. Donc, j'espère que ça a répondu à la question. Alors, et puis l'avantage pour les locataires, ben, on pense qu'on va être capable, on espère être capable de convaincre les autorités de faire un programme de plus d'ampleur avec une proposition comme celle-là. Et si on a un programme qui a davantage d'ampleur, ben, on va être capable de fournir des logements plus vite à plus de monde. On garantit à ces locataires-là que leur coût d'habitation serait stable à 25% de leurs revenus, ce qui est un objectif de l'ensemble du mouvement social sur cet enjeu-là, on pense. Ça permet de vivre dans une communauté de son choix, tant en milieu urbain que rural, excusez-moi, parce que les facilités de réalisation sont plus grandes, donc ça va être plus facile, on croit, en milieu rural puis semi-urbain de le faire. Et finalement, ça permet d'offrir des logements, et là, on pense particulièrement d'offrir des logements adaptés aux besoins de support communautaire. Puis pourquoi on fait cette référence-là? Mais c'est explicitement pour dire, écoutez, que ce soit
Permaloge ou une autre formule, on est convaincu, nous, que le logement social est intrinsèquement meilleur que le PSL, c'est-à-dire que les programmes de supplément au loyer en marché privé. Les locataires qui vivent dans nos immeubles ont une qualité de vie, ont un encadrement organisationnel, c'est-à-dire les logements qui sont offerts, la qualité de l'entretien, l'écoute des gestionnaires par rapport aux besoins des locataires, qui est incomparable par rapport à ce qui est offert avec les PSL privés et qui ne sont ni capables d'offrir ce genre de soutien-là, ni capables d'offrir la pérennité que le logement social peut offrir. Et donc, en ce sens-là, ça peut même pas être comparé quasiment avec les PSL privés. Notre offre de logement, on pense, elle est nettement meilleure et donc on veut la mettre de l'avant. J'ai ici une question d'un participant. Bernard Campeau demande est-ce que c'est possible de financer des immeubles en fin de convention? Et on parle de l'article 56.1. C'est-à-dire que, a priori, ça peut se discuter sans problème. L'argent le concept derrière Permaloge, c'est de développer des nouvelles unités d'habitation. Puis là, on va faire un pitch là plus tard, mais on a une autre proposition qui s'appelle Valocom, qui, elle, permet d'utiliser l'équité des immeubles qui sont en fin de convention, comme les 56 heures, comme les 95, puis les 27, puis les... enfin, toute la numérologie des programmes fédéraux. Ça va nous faire plaisir d'organiser peut-être un autre webinaire, une autre présentation là-dessus. Mais la logique générale de Permaloge, c'est de dire, on veut faire ça, et si une partie du capital, par exemple, si un OSBL, c'est ce à quoi je peux penser spontanément, c'est qu'un OSBL déjà existant, qui est en fin de convention à 56.1, et qui dit, moi, j'ai un grand terrain, je pourrais développer sur mon terrain, ou encore qui dit, mon immeuble est en bon état, moi, je suis capable, sur la base de l'immeuble qui a été développé en 56.1, d'avoir de l'équité, je suis capable d'aller à la banque, puis comme l'immeuble est en bon état, si j'emprunte à la banque, je vais être capable de payer l'hypothèque de cet emprunt-là avec l'argent généré par mon premier immeuble. Donc, je vais aller chercher mon 15%, je peux aller chercher là. Je ne sais pas si tout le monde me suit, là, mais mon 15%, je vais aller chercher là. Donc, j'ai pas besoin de contribution de la part de la municipalité ou du club Kiwanis ou quelque chose comme ça. J'ai déjà mon 15%. Et là, je vais appliquer à Permaloge, puis je vais être capable de développer comme ça, soit des étages supplémentaires sur mon immeuble ou le terrain à côté ou quelque chose comme ça. Peut-être ce qu'on pourrait préciser, c'est que le projet tel qu'on vous le présente aujourd'hui, tel qu'on le présente de manière générale pour faciliter la compréhension, la modélisation qui a été faite est appliquée sur la base des coûts de construction d'une unité. Parce que, évidemment, nous, dans notre tête, là, mais dans la pratique aussi, on espère que c'est un projet qui va servir à pas en faire une par année, mais en faire 3000 et même plus pour répondre aux besoins en logement social. Et si on vous avait présenté des chiffres multipliés par 3000, ça aurait été encore plus difficile à saisir ou à anticiper. Mais ce programme-là, Permaloge, évidemment, le concept de financement, c'est un portefeuille collectif, donc c'est pas basé sur une unité. On sera pas à la recherche d'un investisseur particulier qui va être prêt à mettre son 285 000 parce qu'il veut faire construire, il va avoir un rendement, acheter une obligation qui par ailleurs permettrait de construire une unité. C'est une souscription, une vente d'obligations collectives organisée par l'État, chapeautée par l'État, et qui permet d'avoir un capital collectif. Et les rendements, évidemment, qui sont prévus, sont pas à l'échelle d'une unité, parce que à ce moment-là, le risque serait assumé sur la base d'une seule unité, alors que là, l'intérêt de la chose, c'est de collectiviser le risque, collectiviser la gestion financière, la politique de placement, tout ça, un peu comme le fait la Caisse de dépôt, en fait, tout à fait comme le fait la Caisse de dépôt, de sorte à obtenir un rendement là, qui va être toujours supérieur au coût généré par le fait d'offrir un rendement aussi sur les obligations des détenteurs et détentrices d'obligations. On peut faire une comparaison avec, par exemple, sur quelque chose que pas mal tout le monde est familier, c'est la Régie des rentes du Québec. C'est-à-dire que tout le monde fait la même contribution à la Régie des rentes du Québec en fonction de son revenu, mais que le rendement de la Régie une année soit meilleur ou que le rendement du portefeuille de la Régie des rentes diminue, les gens reçoivent la même rente d'une année à l'autre. Et les gens qui sont devenus rentiers, parce que je présume que c'est le bon mot, mais qui reçoivent la Régie des rentes à partir de 2008, qui a été l'année catastrophe de la Caisse de dépôt et dans la gestion faite par la Caisse de dépôt et de placement, les travailleurs et les travailleuses qui arrivent à la retraite et qui reçoivent ce fonds-là
ont pas une moins grosse rente parce qu'ils sont devenus retraités en 2008, puis ceux-là qui étaient retraités l'année d'avant ont le plus gros montant. Tout le monde a le même montant. Pourquoi c'est possible? Ben, c'est parce que la contribution que chacun et chacune d'entre nous faisons quand on paye à la Régie des rentes sur notre chèque de paye est mutualisée. Et donc, on équilibre le risque, on le partage entre tout le monde. Ça permet donc de couvrir ce niveau de risque-là. Ce qui est un autre avantage par rapport au programme Accès-Logis, parce que dans le programme Accès-Logis, chaque OSBL porte le risque de la variation de taux d'intérêt. Il y a des OSBL pour qui ça s'adonne qu'au moment où ils renouvellent leur intérêt, le taux va être à la baisse. Puis il y a d'autres OSBL qui, au moment où ils vont renouveler leur hypothèque, le taux est à la hausse. Et donc, les mêmes gestionnaires qui ont la même intelligence, qui ont le même immeuble construit avec la même qualité, avec les locataires qui payent le même montant de loyer, ben il y a des logements il y a des OSBL qui vont être en sévère difficulté, puis il y a d'autres OSBL qui vont s'en sortir très avantageusement. Et ça pose un problème, pas pour ceux qui s'en sortent avantageusement, mais pour ceux qui sont en difficulté. Et là, ça va provoquer des demandes auprès, entre autres, de la SHQ ou de la SCHL en disant, ben là, j'ai une variation dans mon taux d'intérêt, je suis pas capable de faire face. En mutualisant ce risque-là, on diminue en pratique le risque pour tout le monde. Alors, Est-ce que d'autres personnes, on avait prévu environ 1 heure pour la durée du webinaire, ça fait 1 heure qu'on a débuté, mais il y aurait, s'il y a encore lieu là, vous avez envie de poser une question ou deux, c'est toujours le temps. Entre-temps, la question nous a été posée aussi, est-ce qu'il y a des documents qui présentent par écrit là, de façon plus détaillée le projet Permaloge qui vous a été présenté aujourd'hui? Oui, évidemment, c'est le cas. Sur notre site web rqoh.com/Permaloge, c'est-à-dire il y a une section sur notre site là, qui présente le concept du programme, du projet. Vous trouverez notamment un document de présentation complet où non seulement vous retrouvez l'espèce de graphique, le schéma qu'on vous a présenté aujourd'hui, mais également une explication écrite là, qui vous permettra là, d'en prendre connaissance peut-être plus attentivement. De la même manière aussi, on vous invite à nous contacter à n'importe quel moment là, si vous avez des questions ou des commentaires à formuler par rapport à ce projet-là. Vous pouvez nous joindre par téléphone, vous pouvez nous joindre par courriel. Si vous êtes administrateur, administratrice, gestionnaire de l'OSBL d'habitation, vous pouvez évidemment contacter votre fédération régionale pour en discuter, pour organiser une rencontre de présentation, une formation auprès de vos camarades, des gens impliqués dans vos organismes. Et ça va nous faire plaisir. En fait, un des objectifs, comme il a été dit au début, de toute cette opération-là, c'était de soulever une discussion, de provoquer une discussion dans un contexte où il y avait nécessité de faire bouger des choses, provoquer des choses, à notre avis, parce que la politique actuelle du gouvernement québécois ne semble plus favorable au développement du logement social et communautaire, et il faut rebrasser les cartes pour ramener au premier plan du débat public la nécessité d'un développement et d'un développement agressif pour répondre aux besoins en logement social des ménages à faible revenu au Québec. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, on attend quelques secondes, il y a une personne, une de vos collègues là, qui est en train d'écrire un mot. On va voir s'il s'agit d'une question. Est-ce possible d'avoir un exemple simple de comment ça fonctionnerait envers l'organisme et Permaloge? Les détails de la mécanique, c'est-à-dire, par exemple, qui ferait le suivi de conformité, à quel service on présenterait ces rapports de financiers ou des choses comme ça, n'ont pas été élaborés. Entre autres parce que ça sert à rien de se lancer dans des détails qui sont importants, mais qui relèvent pas du concept général. Mais bien sûr, nous, on pense que si l'État fournit un 280, contracte une obligation de 285 000 $ par unité, puis fournit de l'aide du supplément au loyer à hauteur de plusieurs milliers de dollars par année pendant 15 ans, on se doute bien que le gouvernement, que ce soit fédéral et ou provincial, vont vouloir avoir un suivi de ces choses-là. C'est correct, comme on l'a fait pendant les 40 dernières années avec les programmes fédéraux, puis depuis une vingtaine d'années avec les programmes provinciaux. Mais honnêtement, on s'est pas penché sur la mécanique précise de la reddition de compte. S'il y a des gens qui ont des contributions à faire là-dessus, on est ouvert
le concevoir, puis à le suggérer, puis à avoir un débat qu'on a déjà un petit peu avec les gens de la SHQ puis de la SCHL. Je rappelle qu'au niveau du gouvernement fédéral, il y a eu une invitation qui a été lancée par le gouvernement fédéral à faire des représentations parce qu'ils sont en train de définir ce qu'ils appellent la stratégie en habitation. Et c'est clair que nous, on a l'intention de présenter ça à différentes instances au gouvernement fédéral pour le mettre en valeur. Alors, sur ce, je vous remercie de votre participation. La présentation va normalement être mise en ligne, celle que vous avez vue, incluant les commentaires à la présentation faite par Stéphane, va être mise en ligne sur notre site web dans les prochains jours. Vous pouvez aussi l'utiliser auprès de vos collègues qui n'ont pas pu assister au webinaire aujourd'hui. Donc, je vous remercie de votre participation. Ceci termine le webinaire du RQOH sur le projet Permaloge. À bientôt.